On m'a emmené seul en chirurgie d'urgence. Ma mère a dit à l'infirmière, si elle meurt, ne nous dérangez pas. Nous sommes en train de faire les courses pour la fête de mon vrai fils. Jamais il n'aurait imaginé rester pâle. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, peu importe où tu es. J'aimerais beaucoup que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La douleur est arrivée sans invitation, comme un voleur dans la nuit. Ce n'était pas un coup sec, mais une infiltration discrète. D'abord, une douleur sourde sous mes côtes droites. Un inconfort que mon esprit occupé a classé et rejeté aussitôt. C'est juste la fin, me suis-je dit à voix haute. L'écho de ma propre voix était étrangement réconfortant dans le silence de la cuisine. L'odeur du café de pot que j'avais préparé dans l'après-midi flottait dans l'air. Une note douce et épicée qui d'habitude m'apaisait, mais qui semblait maintenant étrangement lointaine. Dehors, le soleil de Guadalajara se couchait dans un spectacle d'orange et de violet peignant le ciel au-dessus du Cerro del Cuatro. Dedans, sur l'îlot froid en marbre, reposaient les plans de la Casa Valdivia, un projet qui dévorait mes journées et de plus en plus mes nuits. Les rires de mes enfants, Matteo et Luna, venaient du salon. C'était la bande-son de mon existence, la mélodie constante qui étouffait le bourdonnement de la fatigue et de la solitude. Matteo, avec ses 10 ans, avait déjà une gravité qui parfois m'effrayait, un besoin de protéger qu'il avait développé en l'absence d'une figure paternelle. Luna, ma petite de 8 ans, était un tourbillon de boucles et de questions, pure lumière. Ils étaient mon pourquoi, mon tout. La douleur est revenue. Cette fois, ce n'était pas sourd, mais aigu, précis, comme si un couteau de glace se tordait lentement dans mes entrailles. Un souffle m'a échappé. Je me suis plié sur les plans, renversant accidentellement quelques crayons qui ont roulé et sont tombés au sol avec un bruit sec. Le monde s'est rétréci jusqu'à devenir un tunnel de douleur blanche et pulsante. J'ai essayé de respirer, de me rappeler les techniques de yoga que j'avais pratiquées autrefois, mais l'air refusait d'entrer, coincé quelque part dans ma gorge. « Maman, tu vas bien ?» La petite voix de Luna, teintée d'une inquiétude naissante, a traversé le brouillard de l'agonie. J'ai entendu ses petits pas pressés, suivis de ceux, plus fermes, de Matteo. « Maman, ton visage est blanc. » Sa voix, d'ordinaire enfantine, avait un ton différent. Il s'était mis en mode protecteur. J'ai voulu leur dire que ça allait, que ce n'était qu'une crampe, une de ces petits mensonges que les mères inventent pour protéger leurs enfants des peurs du monde adulte. Mais les mots ne sont pas sortis. Une nouvelle vague de douleur, si brutale et totale qu'elle m'a volé la vue et l'ouïe un instant, m'a fait tomber à genoux. L'impact de mes genoux contre les carreaux a été sourd et lointain. La seule chose réelle était cette bête brûlante qui me dévorait de l'intérieur. Le froid du sol a été un choc contre ma joue en sueur, une encre dans la réalité, alors que le reste de mon être se dissolvait en pure sensation. « Maman !» Le cri de Luna était maintenant de la panique. J'ai senti ses petites mains dans mon dos. Petite et inutile face à l'ampleur de ma douleur. Avec une force qui ne peut naître que de la terreur d'une mère pour ses enfants, je me suis traîné. Chaque centimètre était une odyssée. Mes muscles hurlaient, mais mon esprit était fixé sur le téléphone que j'avais laissé en charge sur le comptoir. C'était ma seule ligne de vie avec le monde extérieur. Mes doigts, maladroits et tremblants, ont fini par l'atteindre. L'écran s'est allumé, trop brillant, blessant mes yeux. Je n'ai pas composé le 911. Ce n'était pas mon premier réflexe. Un automatisme inscrit dans mon ADN après 38 ans de manque et de déception m'a poussé à chercher ma famille. J'ai ouvert le groupe de discussion, Famille de la Vega. Les photos de profil me souriaient. Ma mère, Silvana, avec un sourire tendu et parfait. Mon père, Ramiro, avec un regard perpétuellement absent. Et mon frère, Damian, avec cette confiance insouciante de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Mon filet de sécurité, où c'est ce qu'on m'avait toujours dit. Mes doigts tremblants ont tapé un message qui était un cri silencieux. Les mots étaient flous à travers mes larmes de douleur. J'ai une douleur terrible. Je crois que c'est l'appendice. Je vais aux urgences. S'il vous plaît, j'ai besoin que quelqu'un vienne garder les enfants. Ils sont seuls. S'il vous plaît, je répète, s'il vous plaît. C'était un acte de reddition, la reconnaissance que j'étais en train de supplier. Je l'ai envoyé, et seulement alors, avec l'espoir tremblant que l'aide était déjà en chemin,
j'ai composé le numéro d'urgence. Pendant que j'attendais les ambulanciers, recroquevillé au sol, Matteo essayait de mettre un coussin sous ma tête et Luna pleurait en silence à côté de moi. J'ai vu les 2 coches bleues apparaître sous mon message. Lu. Lu par maman. Lu par papa. Lu par Damien. Un soupir de soulagement m'a échappé. Ils viennent déjà, mes amours, ai-je murmuré d'une voix brisée. Ils viennent pour s'occuper de vous. Mais les minutes se sont étirées, devenant élastiques et cruelles. Aucune réponse. Pas un appel. Pas même un simple « tu vas bien ?» Rien. Juste l'écho de ma propre supplication sur un écran silencieux. Quand les ambulanciers m'ont enfin soulevé sur la civière, la dernière chose que j'ai vue a été ce chat. Ma demande d'aide, nue et abandonnée, flottant dans une mer d'indifférence. Et j'ai su, avec une certitude glaciale, que ma définition de famille et la leur étaient 2 langues complètement différentes. Le trajet en ambulance a été une symphonie de sirènes et de chaos, chacun une nouvelle lame dans mon côté. Ils m'ont injecté quelque chose pour la douleur, mais ça n'a pas atteint la couche la plus profonde de l'agonie, ni l'anxiété qui me rongeait l'âme. Était-il déjà arrivé? Ma mère préparait-elle une tisane de camomille pour calmer Luna? Mon père expliquait-il doucement à Matteo que tout allait bien se passer? Je m'accrochais à ces images, à ces scénarios de normalité familiale, comme un naufragé à une planche. Les lumières de l'hôpital sans Ravière étaient blanches, implacables, dépouillant le monde de toute nuance. Ça sentait le désinfectant, le café brûlé de la machine de la salle d'attente et cette odeur métallique subtile de la peur. On m'a emmené d'une salle à une autre à une vitesse vertigineuse. Les voix des médecins et des infirmières tourbillonnaient autour de moi. Un ouragan de termes médicaux, abdomen en planche, signe de Blumberg positif, appendicite aiguë avec risque de péritonite. Le mot « chirurgie d'urgence » se répétait comme un mantra. Une jeune infirmière efficace a commencé à me poser une perfusion. Son geste était professionnel, mais distant. « Est-ce qu'un membre de votre famille arrive ?» demanda-t-elle sans me regarder, concentrée sur ma veine. « Oui, il devrait déjà être en chemin », répondis-je, le mensonge sortant de mes lèvres par pure habitude. « Pourriez-vous me passer mon sac, s'il vous plaît ? Mon téléphone est dedans. » Elle a hoché la tête et me l'a tendu. Mes mains tremblaient en le déverrouillant. L'écran me renvoya la même image désolante, mon message lu par 3 personnes, et en dessous, un vide absolu. Rien. Pas une seule lettre. J'ai ressenti une nausée qui n'avait rien à voir avec mon appendice. C'était la nausée de l'abandon. J'ai actualisé Instagram par pur masochisme. Et là, je l'ai vu. Une nouvelle story postée par ma mère il y a à peine 20 minutes. Ce n'était pas une photo, mais une courte vidéo, un boomerang. Damien, mon frère, et sa fiancée Sophia riaient aux éclats en essayant des bagues de fiançailles dans une bijouterie de luxe à Andar. Ma mère filmait. On entendait son rire aigu en arrière-plan. Le texte en surimpression disait « Priorité ». Choisir le symbole d'un amour véritable. Priorité. Le mot m'a frappé comme un objet physique. Mon urgence, mes enfants seuls, ma douleur. Rien de tout ça n'entrait dans leur liste de priorités. J'étais si bas dans cette liste que je n'existais tout simplement pas. Je me suis vu allongé sur une civière avec une perfusion dans le bras, tandis que, ma famille, célébrait le vrai amour avec des diamants et du champagne. L'ironie était si amère qu'elle m'a brûlé la gorge. Le docteur, un homme d'âge moyen avec des yeux fatigués mais gentils, est entré avec un dossier. « Madame de la Vega, nous avons besoin de votre consentement pour la chirurgie. L'appendice est très enflammé, nous ne pouvons plus attendre. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a vérifié mes données. « Votre contact d'urgence est Sylvana de la Vega. » J'ai avalé ma salive, un nœud épais et douloureux se formant dans ma gorge. « Pas elle », ai-je dit, ma propre voix sonnant étrange, comme si elle venait de très loin. « Changez, s'il vous plaît. » Le docteur a levé les yeux, surpris. « Par qui ?» Mon esprit est resté vide un instant. Qui avais-je? Mes amis les plus proches avaient quitté la ville. Mes autres parents? Tous tournaient autour de l'univers de ma mère. Penser à eux, c'était penser à elle. Alors, un nom est venu à mon esprit. Une encre. Lorena, ai-je dit. Lorena Soli. C'est ma cousine. J'ai dicté son numéro, que je connaissais par cœur depuis que nous étions enfants. Très bien,
dit le docteur en notant le changement. Et elle est à Guadalajara? Elle viendra vous accompagner? La question était simple, une formalité, mais elle m'a mise à nu complètement. Elle m'a exposé comme une île, une femme de 38 ans, réussie, indépendante, mais fondamentalement seule au moment de sa plus grande vulnérabilité. Non, ai-je murmuré, la honte colorant mes joues d'un rouge brûlant. Là elle vit à Aguascalientes, mais mettez son nom, s'il vous plaît. Et alors, pour ma propre humiliation, mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis seul. Le mot est resté suspendu dans l'air stérile. Une confession finale. Seul, pas parce que je n'avais pas de famille, mais parce que celle que j'avais m'avait démontré, avec son silence assourdissant et ses fêtes au mauvais moment, que mon existence était, au mieux, secondaire. Alors qu'on me poussait sur la civière vers la lumière froide du bloc opératoire, les carreaux du plafond défilaient au-dessus de moi comme les images d'un film triste. J'ai compris qu'on n'était pas seulement en train de m'opérer l'appendice. On m'enlevait aussi une illusion. L'illusion que le sang, à lui seul, signifie quelque chose. L'anesthésie ne m'a pas mené dans l'obscurité, mais dans un endroit bien plus complexe, le musée de ma propre vie. Ce n'était pas un lieu de paix, mais une archive soigneusement organisée de toutes les fois où je m'étais trahi moi-même au nom de la famille. J'ai marché dans ces couloirs silencieux, obligé d'être la spectatrice de ma propre histoire de sacrifice. Exposition 1. La maquette en carton et l'âme d'artiste. La première salle m'a ramené à mon enfance. Je me suis vu à 10 ans, les cheveux en 2 tresses serrés et une frange irrégulière que je m'étais coupée moi-même. Mes mains tachées de colle et de peinture tenaient fièrement mon chef-d'œuvre, une maison en carton à 2 étages. J'avais passé des semaines à la construire, utilisant des bâtonnets de glace pour le porche et des morceaux d'un sac plastique pour les fenêtres. La balançoire du jardin, faite de ficelles et d'un petit bout de bois, bougeait vraiment. J'ai couru vers la salle où ma mère, Sylvana, lisait un magazine de société. « Maman, regarde !» Je l'ai fini, ai-je crié, ma voix vibrante d'émotion. Elle a levé les yeux, son regard a glissé sur ma création avec une indifférence glaciale. Ah, oui. Très bien. Et elle est retournée à sa revue. Mais ça, c'est pour les hommes, tu ne crois pas? La construction, les plans? Une demoiselle devrait s'intéresser à des choses plus délicates. Sa voix était douce, mais chaque mot était comme une petite aiguille crevant mon ballon de joie. Regarde ton frère, par exemple. Elle s'est tournée vers Damien, qui avait alors 5 ans et était allongé sur le tapis, gribouillant avec un crayon rouge sur une feuille. Mon fils, lui, il a une vraie âme d'artiste. Regarde son trait, sa passion. Le cheval de Damien n'était qu'une tache informe, mais aux yeux de ma mère c'était un Picasso. Ma maison, avec sa structure et ses détails, était une aberration. J'ai ressenti une onde brûlante, comme si on m'avait surprise en train de faire quelque chose de mal. Cette nuit-là, en silence, j'ai démonté ma petite maison et je l'ai jetée morceau par morceau. Et dans cet acte, sans le savoir, j'ai scellé mon destin. Je deviendrai architecte, pas pour suivre un rêve, mais pour contredire une sentence. Exposition 2. Le testament de grand-père et la clé cachée. J'ai avancé dans la salle suivante. L'ambiance était sombre, ça sentait les chrysanthèmes et le café rance. Nous étions dans le bureau du notaire après l'enterrement de mon grand-père Massia. Lui, le père de ma mère, avait été mon seul allié, un homme rigide et pratique qui voyait le monde en angle droit et en fondation solide. C'était lui qui m'avait offert mon premier jeu de Lego, celui qui m'avait dit « Tu as l'esprit d'un constructeur, ma fille. Ne laisse personne te dire le contraire. » Le notaire, un petit chauve avec des lunettes, lisait le testament d'une voix monotone. La plupart des biens étaient répartis de manière prévisible, mais à la fin est arrivée la surprise. Et enfin, dit-il en s'éclaircissant la gorge, 30% des actions de Constructora de la Vega sont léguées à ma petite fille, Itzel Soli de la Vega. Un souffle collectif a rempli la salle. Ma mère s'est figée comme une statue. Damien m'a regardé avec incrédulité. Mais la dague est venue avec la phrase suivante du notaire. Ces actions sont de caractère préférentiel, sans droit de vote, sauf si certaines conditions stipulées dans les statuts de l'entreprise sont respectées. La tension s'est dissipée, remplacée par un soulagement moqueur. Sylvana a laissé échapper un petit rire cruel. Ah, papa, même après ta mort tu continues avec tes blagues. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré, son souffle chargé de parfums chers et de venin. Il t'a donné un cadeau que tu ne peux pas utiliser.
comme c'est approprié. Il te reconnaît comme faisant partie de l'entreprise, mais il s'assure que tu n'aies aucun vrai pouvoir. Mon père et Damien ont partagé un sourire complice. Je me suis senti humilié, réduite à un symbole sans substance. Mais en moi, une voix, celle de mon grand-père, m'a soufflé. Ce n'est pas un symbole, c'est une clé. Garde-la bien. Apprends à lire les plans et un jour tu sauras quelle porte elle ouvre. J'ai serré les documents dans ma main et j'ai hoché la tête intérieurement. Ce n'était pas un cadeau inutile. C'était une promesse. Exposition 3. La remise de diplôme éclipsée. La salle suivante était décorée de ballons et de serpentins fanés. Je me suis vu, en toge et mortier, recevant mon diplôme d'architecte avec mention. Mes parents avaient organisé une fête à la maison. J'étais euphorique. Enfin, pensais-je, enfin ils seront fiers. Enfin ils verront que je ne jouais pas, que ma soi-disant chose d'homme était réelle. Pendant la première demi-heure, j'ai été le centre d'attention. J'ai reçu des félicitations, des câlins. Mais alors, Damien est arrivé en retard, avec la lèvre fendue et un œil qui commençait à gonfler. Toute l'attention s'est tournée vers lui. Que s'est-il passé? Un malentendu, a-t-il dit, mystérieux et dramatique. J'ai défendu l'honneur d'une dame. Ma mère a couru chercher de la glace. Mon père l'a emmené à part pour parler d'homme à homme. Ma fête de remise de diplôme est devenue la scène du dernier drame de Damien. Personne n'a reparlé de mon diplôme. Personne n'a porté un toast à mon avenir. L'architecte diplômé avec honneur a été éclipsé par le bagarreur sans importance. Je suis resté seul à côté de la table du gâteau, un gâteau que personne n'avait découpé, et j'ai compris que dans le théâtre de ma famille, je serai toujours un personnage secondaire, peu importe la grandeur de mon accomplissement. Exposition 4. La galerie des sacrifices financiers. La dernière salle était vaste et froide, comme le coffre d'une banque. Les murs étaient couverts de relevés bancaires, de reçus et de notifications de virements. Chacun représentait un morceau de ma vie, de mon travail, de mon futur que j'avais donné volontairement. 250 000 pesos pour la dette de Damien. Il avait juré que c'était un mauvais investissement en crypto-monnaie. Des années plus tard, j'ai découvert que c'était une dette de jeu. 1 500 000 pesos pour l'apport de la maison de papa et maman. Une maison qu'ils ont mise à leur nom et à celui de Damien, pour lui garantir un patrimoine. Moi, je n'apparaissais même pas dans les papiers. 80 000 pesos pour le voyage en Europe de Damien. Un voyage pour se retrouver, après avoir abandonné l'université pour la deuxième fois. Il est revenu sans s'être trouvé, mais avec beaucoup de photos pour Instagram. 50 000 pesos pour la nouvelle voiture de papa. Sa vieille voiture marchait parfaitement, mais elle ne donnait pas l'image d'un homme d'affaires. Des paiements innombrables, inscriptions, cartes de crédit, urgence. Ce n'était pas de la générosité, c'était un impôt. Un impôt que je payais pour le simple privilège d'appartenir à une famille qui, au fond, me méprisait. Chaque paiement était une tentative ratée d'acheter un amour qui n'était pas à vendre, du moins pas pour moi. Un bip aigu, rythmique, m'a sorti du musée. J'ai ouvert les yeux. J'étais dans une salle de réveil. La douleur dans mon abdomen était réelle et lancinante. Une infirmière me souriait. Bienvenue de nouveau, Madame de la Vega. La chirurgie a été un succès, même si l'appendice était sur le point d'éclater. Sur le point d'éclater comme moi. Mais à la différence de mon appendice, moi je n'avais pas été enlevé. J'avais survécu. Et en parcourant ce musée de mon passé, quelque chose s'était solidifié en moi. La tristesse s'était calcinée, transformée en une colère froide et dure comme l'acier. Les expositions étaient terminées. La visite du musée était close. Et j'en sortais non pas comme une visiteuse, mais comme la nouvelle directrice, prête à décrocher chaque tableau, briser chaque vitrine et démolir le bâtiment jusqu'à ses fondations. Les 2 jours suivants furent flous, une succession de siestes provoquées par les antidouleurs et de réveils confus. Mon corps me semblait un territoire étranger, endolori et lointain. Le silence de ma famille, lui, était une présence constante et familière. Sur mon téléphone, le groupe de discussion restait identique, ma supplique suspendue dans le temps, une pièce d'archéologie numérique d'un monde qui n'existait plus. J'ai commencé à ressentir une anxiété fiévreuse, non pas pour moi, mais pour mes enfants. Est-ce qu'ils allaient bien? Avaient-ils peur? L'incertitude était un poison qui se répandait plus vite que n'importe quelle infection post-opératoire.
L'après-midi du troisième jour, quand la lumière du soleil donnait à la chambre une couleur orangée et mélancolique, une infirmière que je n'avais jamais vue est entrée. C'était une femme d'environ 60 ans, avec les cheveux gris relevés en chignon serré et des yeux qui semblaient contenir la sagesse et la fatigue de 1000 batailles. Son badge disait « Elena, infirmière en chef ». Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse qui imposait le respect. « Madame de la Vega », dit-elle à voix basse, en fermant la porte plus doucement que nécessaire, créant une bulle de confidentialité. « Je suis Elena. J'ai consulté votre dossier. Comment vous sentez-vous » Endolorie, ai-je répondu avec sincérité, et inquiète. Je n'ai aucune nouvelle de mes enfants. Elena a hoché lentement la tête, ses yeux bienveillants fixés dans les miens. Je comprends. Elle fit une pause et, dans cette pause, j'ai senti que la conversation allait changer de cap. Excusez ma question, mais, votre famille est-elle venue vous voir? Ont-ils appelé? La question m'a rempli d'une honte immédiate. J'ai secoué la tête, en regardant les draps blancs de l'hôpital. Non, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. Elena s'est approchée du lit. Ses chaussures en caoutchouc faisaient à peine du bruit sur le linoléum. Elle s'est assise sur le bord de la chaise des visiteurs. Écoutez, j'ai 35 ans de métier. J'ai appris à voir des choses et j'ai aussi appris quand il faut se taire. Mais parfois, se taire, c'est être complice. Son préambule m'a mise en alerte maximale. Mon cœur s'est mis à battre d'un rythme lourd et sourd. J'étais de garde la nuit où vous êtes arrivé, a-t-elle continué. Sa voix était un murmure ferme. J'étais au comptoir des urgences quand votre mère est arrivée. Une étincelle d'espoir, stupide et traîtresse, s'est allumée dans ma poitrine. Elle est venue, a crié une petite voix en moi. Oui, elle a demandé après vous, confirma Elena, et l'étincelle a brillé plus fort. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que c'était une appendicite aiguë, qu'il y avait des complications, que la chirurgie était délicate et prendrait plusieurs heures. J'ai attendu. J'ai attendu la question anxieuse d'une mère, elle va s'en sortir? Puis-je la voir? Mais le récit d'Elena a pris un tournant sombre. Votre mère, Madame Silvana, n'a même pas cligné des yeux. Elle a écouté mon explication comme si je lui donnais la météo. Puis elle a regardé sa montre, une montre en or très voyante, et elle m'a dit. Elena s'arrêta, et je vis dans ses yeux une indignation professionnelle, l'offense d'une soignante face à l'absence totale de soins. Elle m'a regardé droit dans les yeux, comme pour me donner la force d'entendre la suite. Elle m'a dit, et je n'oublierai jamais ces mots, eh bien, merci pour l'info, mais si elle meurt, ne nous dérangez pas. Nous sommes très occupés avec les achats pour la fête de fiançailles de mon vrai fils, vraiment. Le temps s'est fracturé. Le son du moniteur de mon rythme cardiaque s'est accéléré, devenant un bip aigu et anxieux qui remplissait la chambre. Les mots d'Elena, mon vrai fils, résonnaient dans l'écho de mon crâne. Si elle meurt, ne nous dérangez pas. Ce n'était pas un coup de couteau, c'était une autopsie, une dissection à vif de ma relation avec ma mère, exposant la vérité froide et morte qui avait toujours été là, sous des couches d'auto-mensonges. Je n'étais pas une fille, j'étais une contingence, un problème potentiel qui pouvait gêner ce qui comptait vraiment, la célébration de son vrai fils. L'étincelle d'espoir n'a pas seulement disparu, elle a été éteinte avec une cruauté si totale qu'elle a laissé un cratère fumant dans mon âme. J'ai vu la compassion dans les yeux d'Elena, la colère tenue dans sa voix, et cette validation extérieure, la confirmation par une inconnue que ce qu'on m'avait fait était monstrueux, a finalement brisé le barrage. Les larmes ont jailli, mais ce n'étaient pas des larmes de victime. Elles étaient chaudes, furieuses, des larmes de purification. J'ai pleuré pour la fillette à la maquette en carton. J'ai pleuré pour la jeune femme à la remise de diplôme éclipsée. J'ai pleuré pour la femme qui avait signé des chèques d'une main tremblante, espérant acheter un amour qui n'a jamais existé. Et pendant que je pleurais, j'ai senti quelque chose se laver, que la tristesse chronique qui m'accompagnait depuis toujours était remplacée par une colère pure, dure et brillante comme un diamant. Merci, ai-je murmuré à l'infirmière, ma voix brisée mais ferme. Merci de m'avoir donné la vérité. C'est le seul remède dont j'avais besoin. Elena a hoché la tête une seule fois. C'est pour ça que j'ai appelé votre cousine, Madame Soli, ajouta-t-elle, comme si c'était la conclusion logique. Je ne pouvais pas rentrer chez moi cette nuit-là en pensant à vos enfants seuls. La famille n'est pas toujours celle du sang, Madame de la Vega. Parfois, c'est celle qui répond quand vous appelez. Et avec cette phrase, Elena m'a donné plus que la vérité.
Elle m'a donné un nouveau manifeste. La famille, c'est celle qui répond. Les autres? Les autres ne sont que des parents. Et j'en avais fini de payer le péage du sang. Quelques heures plus tard, alors que je digérais encore la révélation brutale d'Elena, la porte de ma chambre s'est ouverte d'un coup, sans prévenir. La silhouette apparue sur le seuil, découpée par la lumière du couloir, fut comme une gorgée d'eau dans le désert. C'était Lorena, ma cousine. Ses cheveux châtains étaient en bataille, preuve des vitres ouvertes pendant les 3 heures de route depuis Aguascalientes. Elle avait de sombres cernes sous les yeux, mais ses yeux brillaient d'une fureur protectrice que je reconnaissais depuis notre enfance, quand elle me défendait des brutes dans la cour de récré. Elle a laissé tomber un sac en toile par terre dans un bruit sourd et a couru à mon chevet. Ses bras m'ont entouré d'une étreinte à la fois forte et délicate, consciente de ma plaie. Elle sentait le café d'Oxo, la sellerie de sa voiture, et quelque chose que j'avais presque oublié, l'odeur de la loyauté inconditionnelle. Cousine, s'est écriée sa voix, un mélange de soulagement et d'une colère à peine contenue qui vibrait sous la surface. Mon Dieu, Itzel, tu m'as tenu l'âme en suspens. Tu vas bien? Qu'est-ce que ces misérables t'ont fait? Sa question, sa validation immédiate qu'on m'avait fait du mal a été tout ce dont j'avais besoin. Le mur de retenue que j'avais construit s'est effondré et je me suis écroulé. Les sanglots secouaient mon corps, chacun comme l'écho d'années de douleur tenue. Je lui ai tout raconté, les mots sortant en torrent désordonné, la première douleur, le message ignoré, l'humiliation de la photo du gâteau et, finalement, les mots de ma mère, ces mots qu'Elena m'avait transmis comme un verdict final. Lorena écoutait, son visage se transformant. L'inquiétude a laissé place à une incrédulité horrifiée, puis à un masque de fureur froide. Elle n'a pas dit, peut-être qu'elle ne le pensait pas, ou, tu as mal compris. Elle n'a offert aucune excuse. Elle m'a simplement tenu la main, les jointures blanches tant elles serraient, et a laissé ma douleur s'écouler jusqu'à ce qu'il ne reste que des hoquets tremblants. Et les enfants, ai-je fini par demander, la voix étouffée par l'angoisse. Ils vont bien? Comment? La mâchoire de Lorena s'est crispée. Ils vont bien, Itzel. Ils sont avec moi. Ils sont en sécurité. Elle fit une pause, et j'ai su que ce qui allait suivre ne serait pas facile à entendre mais qu'on avait frôlé le pire. L'infirmière m'a dit qu'il y avait eu un problème avec les enfants, mais elle ne m'a pas donné de détails. Quand je suis arrivé chez toi, la porte était fermée. J'ai frappé et crié ton nom jusqu'à ce que ta voisine d'accent grave côté, une dame adorable appelée Doña Carmen, sorte. Elle m'a décrit la scène avec une précision qui m'a retourné l'estomac. Doña Carmen, une veuve de 70 ans, avait entendu Luna pleurer par intermittence pendant des heures. Inquiète, elle avait jeté un œil par la fenêtre de sa cuisine, qui donnait sur la mienne. Ce qu'elle a vu, Léo, mon fils, mon Matteo, qui avait toujours été si prudent, si conscient des dangers, était monté sur une chaise de la cuisine pour essayer d'atteindre la cuisinière. Dans sa main, il tenait une boîte de haricots fermée. Il essayait de la chauffer directement sur le brûleur. « Cousin, dit Lorena, sa voix tremblant de rage. Ça aurait pu exploser. Ça aurait pu mettre le feu à la maison. Doña Carmen était sur le point d'appeler la police quand je suis arrivé. Je remercie Dieu tous les jours pour cette femme. L'image mentale de mon fils, si petit et si désespéré de s'occuper de sa sœur, m'a frappé comme un coup de poing. L'air est devenu épais, impossible à respirer. La négligence de ma famille avait dépassé la cruauté émotionnelle. Elle était devenue un danger tangible, réel, pour la vie de mes enfants. Et c'était un péché que ni le sang ni aucune obligation familiale ne pourrait jamais pardonner. Quand nous avons enfin réussi à entrer, continua Lorena, sa voix s'adoucissant pour ne pas m'alarmer davantage, la maison était un petit tableau de l'abandon. Luna était cachée dans ton armoire, recroquevillée, serrant son ours en peluche comme une bouée de sauvetage. Elle tremblait. Matteo a essayé de faire le courageux. Il m'a dit, ma maman est à l'hôpital, mais c'est moi qui dirige. Mais au moment où je l'ai pris dans mes bras, il s'est effondré. Il a pleuré comme l'enfant de 10 ans qu'il est. Il m'a dit qu'il avait peur qu'il t'arrive la même chose qu'au grand-père et que tu ne reviennes jamais. J'ai fermé les yeux, les larmes chaudes glissant sur mes tempes. Grand-père. Bien sûr. Leur seule autre expérience avec un hôpital avait été pour dire adieu. Tranquille, c'est passé, m'a assuré Lorena en m'essuyant les larmes avec son pouce. Je les ai sortis de là. Nous sommes allés dans un hôtel avec piscine. Nous avons commandé la plus grande pizza que j'ai trouvée et acheté 3 pots de glace.
Nous avons regardé Encanto, 2 fois de suite. Je leur ai assuré que leur maman est la femme la plus forte que je connaisse et qu'elle reviendrait bientôt pour les gronder d'avoir mangé trop de sucre. Matteo ne m'a pas lâché et Luna a dormi dans mon lit, sa petite main agrippée à mes cheveux. Toute la nuit, j'ai écouté son récit, chaque détail étant à la fois un baume et une dague. Un baume parce que mes enfants étaient en sécurité, soignés, aimés. Une dague parce que la personne qui faisait tout cela n'était ni leur grand-mère, ni leur oncle, ni leur grand-père. C'était ma cousine, qui avait laissé sa vie à 3 heures de route pour venir faire le travail que ceux qui étaient à 5 minutes en voiture avaient refusé de faire. Lorena, ai-je chuchoté, la gorge serrée par une gratitude si immense qu'elle faisait mal. Tu es un ange. Elle a soufflé un son à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Je ne suis pas un ange, je suis ta cousine. Et nous sommes la vraie famille. Quant aux autres, sa voix s'est durcie, devenant de l'acier, ils ne savent pas ce qui les attend. Je te le jure sur tout ce que tu veux, Itzel. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Pas cette fois. Et dans sa promesse, j'ai trouvé la mienne. La rage que je ressentais n'était plus une émotion solitaire et autodestructrice. J'avais une alliée, et une rage partagée n'est pas seulement de la rage, c'est un plan. Les 3 semaines suivantes furent un étrange intermède, un entre-deux entre l'ancienne vie et celle que j'étais sur le point de construire. Mon corps guérissait lentement. La ligne de l'incision était un rappel physique de la rupture qui avait eu lieu en moi. Lorena s'était installée à Guadalajara comme une force de la nature. Elle gérait les enfants, l'école et la maison avec une compétence qui m'étonnait. Elle était devenue la grande sœur que je n'avais jamais eue, la mère dont j'avais toujours eu besoin. Le silence de ma famille était une constante, un silence délibéré, punitif. Dans leur logique tordue, c'était moi qui avais tort d'avoir eu une urgence si mal tombée. Ils s'attendaient à ce que je rentre de retour, demandant pardon de leur avoir causé la gêne de m'ignorer. L'idée était si absurde que parfois elle me faisait rire, d'un rire sec et sans joie. Et puis, un matin ensoleillé, pendant que je consultais des mails de travail depuis le lit d'hôpital, est arrivée la communication que j'attendais. Ce n'était ni un appel ni un message. C'était une notification de mon appli bancaire, aussi impersonnelle et transactionnelle que leur relation avec moi. Je l'ai ouverte avec une curiosité presque clinique. Silvana de la Vega vous a demandé 75 000 pesos MXN. La note jointe était l'essence même de leur univers égocentrique, pour le cadeau de mariage de ton frère. Sois généreuse. Je suis resté à regarder l'écran, non pas avec la colère que j'aurais ressentie des semaines plus tôt, mais avec une fascination presque anthropologique. L'audace, la déconnexion totale de la réalité. C'était comme étudier un spécimen rare, une créature incapable de ressentir l'empathie ou la honte. J'étais là, en train de me remettre d'une chirurgie majeure compliquée par leur négligence, et leur seule pensée était comment monétiser le mariage de leur fils à mes dépens. Je n'ai rien ressenti et ce vide, cette absence de douleur, a été le signe le plus clair que j'étais enfin guéri. J'ai rejeté la demande. Le bouton rouge sur l'écran a été incroyablement satisfaisant. Puis, avec un calme qui m'a moi-même surprise, j'ai commencé à travailler. Mon premier appel a été pour le licencié moral, mon avocat. Un homme à l'ancienne, à la voix grave et à l'esprit affûté comme une lame. Licencié, bonjour. Ici Itzel de la Vega. Madame de la Vega, quelle surprise. J'espère que vous allez mieux. Beaucoup mieux, merci. Je vous appelle pour vous donner des instructions. Je veux que vous lanciez immédiatement les procédures pour me détacher légalement et financièrement de ma famille. De tous. Il y eut un silence lourd de l'autre côté. Le licencié moral avait été témoin de beaucoup de mes contributions familiales au fil des ans. Il en savait plus qu'il ne l'avouerait jamais. Je comprends. Vous parlez des comptes joints. Je parle de tout, ai-je dit d'une voix ferme. Les comptes, les cartes de crédit supplémentaires qu'ils utilisent comme s'il n'y avait pas de lendemain, les procurations que je leur ai signées dans un moment de stupidité, mon nom comme garant sur le prêt de la voiture de mon père. Je veux un grand ménage. Je veux que le seul lien qui reste soit celui que la biologie m'impose. À partir d'aujourd'hui, financièrement, je suis orpheline et fille unique. Avec plaisir, madame, dit-il, et j'ai perçu une note de satisfaction dans sa voix. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché et j'ai respiré profondément. C'était la première brique de ma nouvelle vie. La défense. Maintenant venait l'attaque ou plus exactement, la réclamation. J'ai recomposé son numéro.
Licencié, une chose de plus. J'ai besoin que vous ouvriez le coffre-fort de mon bureau. À l'intérieur, vous trouverez les documents du testament de mon grand-père Massia, spécifiquement ceux qui concernent mes actions dans Constructora de la Vega. Je m'en souviens parfaitement. Les 30% en actions préférentielles. Un beau geste, quoique symbolique. Je veux que vous arrêtiez de le voir comme un symbole et que vous commenciez à le voir comme une arme. Je connais mon père et mon frère. Ils saignent cette entreprise depuis des années. Grand-père le savait, c'est pour ça qu'il a mis cette clause, la 14B. Je veux que vous l'activiez. La clause de mauvaise gestion, murmura l'avocat. C'est une pièce d'horlogerie juridique très délicate, madame. Il nous faudrait des preuves irréfutables. Licencié, ai-je dit, un sourire froid se dessinant sur mes lèvres. Regardez les relevés de la carte d'entreprise de mon père des 5 dernières années. Cherchez un voyage à Las Vegas en 2022, une montre de luxe achetée à Noël et la compte du salon pour le mariage de mon frère payé le mois dernier. Si ce n'est pas de la mauvaise gestion, c'est un buffet à volonté de preuve. J'ai entendu le changement dans sa respiration et l'intérêt aigu d'un avocat qui sent le sang. Mon Dieu, si c'est vrai, ça l'est. Lancez le processus de conversion de mes actions, mais faites-le avec le maximum de discrétion. Je ne veux pas qu'il s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que le licencié moral mettait en marche la machine juridique, je me suis consacré à démonter mon réseau de survie pour eux. Ce fut un après-midi d'appels méthodiques et de mailles tranchants. J'ai appelé l'opérateur téléphonique. Bonjour. Je veux supprimer 3 lignes de mon forfait familial. L'opératrice n'a posé aucune question. Clic. Supprimer. J'ai envoyé un mail à l'administrateur de l'université privée de Damian. Messieurs, je vous informe qu'à partir du prochain semestre, je ne prendrai plus en charge la scolarité de Monsieur Damian de la Vega. Clic. Envoyer. Je suis entré dans mes comptes Netflix, Amazon Prime, Spotify. J'ai changé les mots de passe. Clic. Déconnecter. C'étaient de petits actes, presque mesquins, mais chacun était une affirmation de ma nouvelle indépendance. Chaque clic était le son d'une chaîne qui se brise. Une semaine plus tard, le licencié moral m'a appelé avec un rapport. C'est pire et meilleur que ce que nous pensions, dit-il, sa voix vibrant d'excitation professionnelle. Le pire, parce que le détournement est systématique. Votre père a utilisé l'entreprise comme son distributeur automatique personnel. Meilleur, parce que nous avons tout ce qu'il faut. La clause 14B est incontestable. La conversion de vos actions est en cours. L'excellent, ai-je dit. Combien de pouvoir cela me donne-t-il? Cela vous donne 30% du pouvoir de vote, un siège au conseil, une voix très forte, mais pas le contrôle. Et là se trouvait l'étape suivante de mon plan. Alors, nous allons acheter le contrôle, dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Madame, cela nécessitera un investissement en capital considérable. J'ai les fonds, licencié. J'ai travaillé sans relâche pendant 15 ans. J'ai vécu en dessous de mes moyens pendant que vivais bien au-dessus des leurs. J'ai de l'argent et pour la première fois je vais l'investir en moi-même. Je lui ai donné mes instructions. Je veux que vous contactiez les actionnaires minoritaires, les vieux amis de mon grand-père, ceux qui ont vu avec tristesse le navire couler. Offrez-leur un prix juste, même généreux. Faites appel à leur loyauté envers l'héritage de mon grand-père, pas envers celui de mon père. Je veux atteindre 51%. Je veux le contrôle absolu. Il y eut un long, très long silence. Je pouvais imaginer le licencié moral de l'autre côté, assimilant l'ampleur de mon plan. Madame de la Vega, dit-il enfin, sa voix teintée d'un respect mêlé d'étonnement. C'est une déclaration de guerre. Non, licencié, répondis-je en regardant le reflet de mon visage endurci dans l'écran noir de la télévision de l'hôpital. C'est un chantier de construction. Je vais démolir la structure pourrie qu'ils ont créée et sur ces ruines je vais bâtir quelque chose de solide, quelque chose à moi. J'ai raccroché, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment puissante. Ce n'était pas le pouvoir de l'argent, mais celui qui naît de la destruction des illusions. C'était le pouvoir de l'architecte qui avait enfin les plans de sa propre vie entre les mains. Le jour de ma sortie de l'hôpital fut étrangement anticlimatique. Je suis sorti au soleil de Guadalajara en me sentant comme une prisonnière libérée, plissant les yeux face à un monde qui semblait le même, mais que je savais fondamentalement différent. Lorena et les enfants m'attendaient.
L'étreinte de mes enfants, leur odeur de shampoing à la pomme et de vie fut le vrai commencement de ma guérison. Les 2 mois suivants furent un tourbillon d'activités silencieuses. De l'extérieur, j'étais une mère en convalescence, une architecte rattrapant son travail. À l'intérieur, j'étais une générale planifiant une invasion. Tous les quelques jours, je recevais un mail crypté du licencié moral. Objectif A, Monsieur Mendoza, 4% assuré. Objectif B, Madame Ramirez, 2,5% assuré. Ma part dans l'entreprise grandissait comme une marée silencieuse, montant sans que personne sur la côte ne s'en rende compte. Ma famille, inconsciente de la tempête qui s'annonçait, réagit à mon silence avec un manuel de manipulation bien rodé. La première phase fut la confusion, suivie de l'indignation. Damien me bombarda de messages WhatsApp. Ton caprice est passé? Sophia est stressée avec les préparatifs et tu n'aides pas. Tu vas répondre ou quoi? Il faut décider du cadeau de mariage. La deuxième phase fut le victimisme orchestré par mon père. Il me laissa des messages vocaux remplis de soupirs et de pauses dramatiques. Ma fille, ta mère ne va pas bien. Ton attitude la consume. La famille doit être unie, surtout dans des moments de joie comme le mariage de ton frère. La troisième et dernière phase fut l'attaque psychologique de ma mère. Elle commença à publier des photos de moi enfant dans le groupe familial, des images d'une Itzel souriante et docile. Elle rappelait quand nous étions une famille heureuse et unie, avant que l'argent et l'orgueil n'empoisonnent les cœurs. C'était une œuvre d'agression passive magistrale. Moi, j'observais tout depuis ma forteresse de silence. Je ne répondais rien. Chaque message ignoré, chaque appel refusé était une brique de plus dans le mur que je construisais autour de moi. Finalement, une semaine avant le mariage, arriva le coup de grâce. Une enveloppe en papier verger avec mon nom écrit d'une calligraphie parfaite arriva par messager. C'était l'invitation à la célébration de l'amour, à la Hacienda La Escoba. À l'intérieur, une note personnelle de ma mère sur papier parfumé. Itzel, ma chérie, je sais que tu es passé par beaucoup, mais la famille, c'est la famille. Ton frère t'adore et serait l'homme le plus heureux du monde si sa grande sœur était à ses côtés. Nous espérons que tu laisseras derrière toi cette période difficile et que tu nous rejoindras. Bien sûr, nous comptons sur ta générosité habituelle pour le cadeau de mariage. Les jeunes ont tant de rêves à réaliser. J'ai lu la note et un rire sec et amer m'a échappé. Générosité habituelle. La traduction était « le chèque habituel ». Oh, j'allais y aller, et mon cadeau aiderait certainement Damien à commencer une nouvelle vie, une vie très, très différente de celle qui l'attendait. La nuit du mariage, l'air de Jalisco était doux et sentait le jasmin. Lorena insista pour venir avec moi. « Tu es sûr de vouloir faire ça seule ?» me demanda-t-elle pendant que je me regardais une dernière fois dans le miroir. « Je ne suis pas seule », lui répondis-je en prenant sa main. « Je tais-toi. » Mon choix de tenue était délibéré. Pas de robe en soie ni de couleur vive. J'ai choisi un tailleur en lin blanc, de coupe impeccable. Sobre, élégant, il dégageait une autorité indiscutable. Ce n'était pas la tenue d'une invitée, c'était l'uniforme d'une dirigeante. Mes cheveux étaient attachés en un chignon bas et sévère. Mon maquillage, minimal. Je voulais qu'il voie mon visage, mes yeux sans distraction. La Hacienda était un monument à l'excès. Des centaines d'invités, une mer de robes de créateurs et de bijoux étincelants. Mes parents et Damien accueillaient à l'entrée, leur sourire aussi faux que des perles d'imitation. « Ma fille, je savais que tu viendrais », s'exclama Sylvana en m'étreignant. Son étreinte était tendue. Ses ongles s'enfoncèrent légèrement dans mon bras. La famille revient toujours à la maison. « Bonjour, maman », répondis-je. Ma voix neutre. Damien, déjà un peu pompette au champagne, me tapa dans le dos. « Ma sœur, quel bonheur que tu aies laissé tomber le drame. On n'a pas encore ouvert les cadeaux, mais je sais déjà lequel sera le plus gros. » Il m'a fait un clin d'œil, un geste qui autrefois m'aurait semblé charmant et qui maintenant me dégoûtait. Le dîner fut un supplice. On m'avait placé à la table principale, une position d'honneur qui était en réalité une cage dorée. J'ai dû supporter des conversations triviales avec des oncles et des cousins qui me regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. La pauvre Itzel, toujours si sérieuse, chuchota une tante. On dit que le stress du travail la fatiguait. J'ai hoché la tête et souri, un masque de sérénité couvrant le volcan qui était sur le point d'entrer en éruption. Et puis, le moment arriva. Mon père Ramiro monta sur la petite estrade,
une coupe de champagne à la main. Son discours fut une ode à l'hypocrisie. Il parla de l'importance de la famille, du sacrifice, de se soutenir dans les moments difficiles. Et à la fin, comme un torero préparant les stockades, il se tourna vers moi et, en parlant de soutien inconditionnel, dit, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Je veux demander à ma fille aînée, à ma brillante architecte Itzel, de venir dire quelques mots. Je sais qu'elle a eu des mois compliqués, mais je sais aussi qu'il n'y a rien qu'elle ne ferait pas pour son frère. Itzel, s'il te plaît, monte et partage avec nous ta joie et peut-être annonce ce cadeau spectaculaire que tu as sans doute préparé pour les mariés. Un applaudissement poli emplit le jardin. Tous les regards se fixèrent sur moi. C'était une embuscade publique destinée à m'humilier et à me forcer à jouer mon rôle habituel, la pourvoyeuse. Ma mère me souriait à un sourire de suffisance. Damien leva sa coupe vers moi. Le échec est mat, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Avec un calme que je sentais venir du plus profond de mon être, je me levai, redressai la veste de mon tailleur, posai mon verre d'eau sur la table et marchai vers l'estrade non pas comme un agneau allant à l'abattoir, mais comme une reine réclamant son trône. Le chemin de ma table à la petite estrade sembla durer une éternité. Chaque pas était lourd, délibéré. Je sentais des centaines d'yeux sur moi, une pression physique. J'entendais les murmures, les attentes. Ils s'attendaient à un discours conciliant, peut-être des larmées, à la fin, l'annonce d'un chèque plein de zéros ou les clés d'un nouvel appartement pour le couple heureux. C'était le rôle que j'avais toujours joué dans le théâtre de leur vie. Mais ce soir-là, le scénario avait changé, et j'étais la seule à le savoir. Mon père me tendit le micro avec un sourire paternaliste. Je le lui rendis avec un sourire de glace. Le métal du micro était froid dans ma main. Je m'approchai du pupitre, ajustai la hauteur et regardai la foule. Je cherchais les visages de mes parents et de mon frère au premier rang. Leur sourire d'attente était identique. Bonsoir, commençai-je. Ma voix sortit étonnamment claire et ferme à travers les haut-parleurs. Un silence plein d'attente se fit. Merci, papa, pour tes aimables paroles. Et tu as raison. Je suis ici pour parler de la famille, pour parler de l'avenir et oui, pour offrir un cadeau. Le sourire de ma mère s'est élargi. Damien a donné un coup de joueur à sa toute nouvelle épouse. Mais mon cadeau n'est pas pour les mariés. J'ai continué et j'ai vu la première pointe de confusion sur leur visage. Mon cadeau est pour l'héritage qui nous unit tous à cette table d'honneur, l'héritage de mon grand-père, don Macia de la Vega. Un murmure a parcouru les invités les plus âgés, ceux qui avaient connu mon grand-père. Son nom imposait encore le respect. Comme vous le savez, grand-père a fondé Constructora de la Vega avec deux choses, du ciment et des principes. Et le principe le plus important pour lui était l'intégrité. Il disait qu'une maison avec de mauvaises fondations, aussi belle soit-elle à l'extérieur, est destinée à s'effondrer. Je fis une pause, laissant la métaphore s'installer. Ces dernières années, les fondations de son entreprise ont été négligées. La structure a été affaiblie par l'extravagance et la mauvaise gestion. Itzel, s'il te plaît, m'interrompit mon père, son sourire désormais forcé. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Au contraire, papa. C'est le seul endroit, les jeux coupés, ma voix montant d'un décibel. Parce que cette fête, cette opulence, est le symptôme parfait de la maladie. Je me suis de nouveau tourné vers le public. Mon grand-père était un homme sage, assez sage pour anticiper cette possibilité. Dans son testament, il a laissé un garde-fou, une clause d'urgence pour protéger sa société de ceux qui pourraient confondre les actifs de l'entreprise avec leur propre compte bancaire. Le visage de mon père passa de l'embarras à la panique. Il pâlit comme la nappe de la table. Cette clause la 14, pour ceux qui aiment les détails juridiques, stipule qu'en cas de preuve claire de mauvaise administration et d'usage abusif de fonds de l'entreprise, un paquet d'actions préférentielles, symboliques, sans droit de vote, se convertit en actions ordinaires avec plein droit. Et il se trouve que ce paquet d'actions, ces 30%, m'a été légué. Le silence était maintenant total. Je sentais la tension comme un courant électrique. Et il se trouve, ma voix était maintenant un fouet, que payer des vacances familiales, des voitures de luxe, et même l'acompte généreux pour ce mariage avec la carte de l'entreprise, c'est la définition scolaire de l'usage abusif de fonds. Un mensonge, cria Damien en se levant d'un bond. Son visage était rouge de colère et de champagne. Tu es folle? Tu veux ruiner mon mariage? Là, assieds-toi, Damien, lui ai-je ordonné et à ma surprise, il l'a fait,
comme si une autorité oubliée s'était réveillée. Ton mariage était déjà ruiné. Il était construit sur des fondations pourries. Mais ne t'inquiète pas, je n'en ai pas fini avec les cadeaux. Je me tournais vers les invités. Comme vous le comprenez, 30%, même significatifs, ne garantissent pas un vrai changement. C'est pourquoi, ces 2 derniers mois, j'ai fait des achats. J'ai contacté beaucoup des anciens partenaires et amis de mon grand-père, des gens honorables qui partageaient mon inquiétude sur la direction de l'entreprise, et j'ai le plaisir d'annoncer qu'ils m'ont vendu leur part. Ainsi, en additionnant mon héritage et mes nouvelles acquisitions, à partir de lundi à 9h du matin, ma participation dans Constructora de la Vega est de 55%. Je laissais le poids de ce chiffre s'enfoncer. 55%. Contrôle majoritaire, pouvoir absolu. Ce qui fait de moi, de facto, la nouvelle présidente du conseil d'administration, conclus-je. C'était comme si l'air était devenu solide. Les gens ne savaient pas comment réagir. Je vis Sophia, la mariée, regarder Damien avec une expression d'horreur pure. Son conte de fées se changeait en cauchemar financier. Alors je me permis de regarder ma famille, ses 3 visages figés en un rictus d'incrédulité et de terreur. C'était le moment d'offrir les cadeaux personnels. Damien, dis-je. Ma voix, désormais dénuée de toute émotion. Ton poste de conseiller stratégique est redondant et inexistant. Tu es licencié. Considère les mois de salaire que tu as touchés sans travailler comme mon généreux ou quoique dernier cadeau de mariage. Il s'affaissa sur sa chaise, la bouche ouverte en un « oh » silencieux. Papa, continuai-je en me tournant vers lui. Son regard était celui d'un animal piégé. Ton temps comme directeur général est terminé. Lundi, une équipe d'auditeurs judiciaires arrivera au bureau. Je te conseille vivement d'utiliser le week-end pour contacter un avocat pénaliste. Considère ce conseil comme mon cadeau pour toutes ces années de mentorat. Enfin, mes yeux croisèrent ceux de ma mère. Son visage était déformé par une haine que je n'avais jamais vue aussi nue. C'était la fureur d'une reine détrônée. « Tu es un démon », siffla-t-elle, des mots à peine audibles, mais chargés de venin. Une vipère ingrate. Non, maman, lui répondis-je, et je sentis une larme une seule rouler sur ma joue. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la libération. Je suis l'architecte que toi et papa avez construite. Vous m'avez appris que, dans cette famille, l'amour est conditionnel et que la loyauté s'achète. Vous m'avez appris que le pouvoir est la seule chose que vous respectez. Alors, j'ai appris la leçon. J'ai construit ma propre forteresse. Et toi, tu n'en as plus la clé. Je marquai une dernière pause. Le coup final. Ah, et au fait, la maison où vous vivez est celle que j'ai payée et est au nom d'une société de l'entreprise. Une société que je contrôle désormais. Les papiers d'expulsion arriveront la semaine prochaine. Considère cela comme mon cadeau pour m'avoir dit que si je mourais, il ne fallait pas vous déranger. Je laissai tomber le micro sur le pupitre. Le clac sec résonna comme un coup de feu dans la nuit. Je me retournai, le dos droit et la tête haute, je descendis de l'estrade. Lorena était déjà debout, m'attendant. Elle me prit par le bras et, ensemble, nous avons traversé la foule pétrifiée. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le poids de leur monde s'écrouler derrière moi. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de l'arrêter. Le silence que je laissais derrière moi à la hacienda dura à peine quelques secondes. Il fut remplacé par un chaos qui, m'a raconté plus tard Lorena via un cousin bavard, fut digne d'une telenovela. Il y eut des cris. La mère de la mariée a tiré sa fille hors de là, annonçant à haute voix que le mariage était annulé jusqu'à ce que cette honteuse situation financière soit éclaircie. Damien a apparemment tenté de faire une scène, mais s'est dissous en pleurs ivres et pathétiques. Mon père est simplement resté assis, un homme brisé regardant le vide. Et ma mère. Ma mère fut celle qui se battit. Elle essaya de sauver les apparences, mais le dommage était irréparable. La fête de la haute société de Guadalajara s'était transformée en exécution publique. La vidéo, bien sûr, a fuité. Un invité, plus intéressé par le drame que par l'étiquette, a tout filmé, et le lendemain matin c'était le sujet de conversation dans tous les hubons au cercle. Le discours de la sœur, ou la vengeance de l'architecte, disait-il. Je n'ai pas eu besoin de bouger le petit doigt. La société elle-même, avec son appétit insatiable pour le scandale, est devenue mon allié. Les effets dominos sont tombés avec une rapidité brutale.
Les fiançailles de Damian, comme prévu, se sont dissoutes. Officiellement, 2 jours plus tard, la famille de Sofia a publié un communiqué parlant de « différences irréconciliables » que tout le monde a traduit par « l'argent est fini ». Damian, dépouillé de sa fiancée, de son emploi et de sa dignité, a essayé de m'appeler. Il a laissé une série de messages vocaux sur mon téléphone, allant de la fureur « tu m'as ruiné la vie » à la supplication plaintive « grande sœur, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Nous avons commis des erreurs. » J'ai effacé chacun d'eux sans les écouter jusqu'au bout. Dans l'entreprise, la transition fut comme une chirurgie. Les auditeurs ont découvert un nid de corruption et de mauvaise gestion qui dépassait mes pires soupçons. Ce n'était pas seulement des dépenses personnelles, c'étaient des contrats attribués à des sociétés d'amis, des matériaux de mauvaise qualité payés au prix de l'or, des projets fantômes. Mon père n'avait pas seulement été un mauvais gestionnaire, il avait été le capitaine d'un navire pirate. Avec le rapport d'audit en main, la démission de mon père n'a pas été une demande, c'était une nécessité pour éviter que l'entreprise ne fasse face à des poursuites pénales. Il est parti par la porte de derrière, un fantôme dans l'empire qu'il croyait sien. Sylvana, ma mère, ne s'est pas rendue. Elle a dégainé sa dernière arme, la campagne de diffamation familiale. Elle a appelé chaque parent, chaque connaissance. Elle a peint de moi le portrait d'une fille cruelle et sans cœur, une usurpatrice qui, dans un accès de jalousie, avait détruit sa propre famille. Mais cette fois, son venin a trouvé un antidote. Lorena, depuis Aguascalientes, est devenue mon imprévu défenseur. À chaque tante qui appelait pour me sermonner, Lorena rappelait. Sa méthode était simple et dévastatrice, elle utilisait la vérité. Bonjour, tante Karina. Oui, Itzel a pris le contrôle de l'entreprise. Savais-tu qu'elle l'a fait parce que ton frère Ramiro utilisait l'argent pour payer les dettes de jeu de Damian? Elle le disait avec un calme glaçant. Oh, tante, avant de juger Itzel, est-ce que Sylvana t'a raconté que quand ma cousine était en chirurgie, elle a dit à l'infirmière que si elle mourait, il ne fallait pas la déranger? Parce que l'infirmière est prête à témoigner. La vérité, froide et documentée, était une arme contre laquelle ces drames et ces exagérations ne pouvaient pas rivaliser. Un par un, les singes volants de ma mère se retrouvèrent sans argument. Certains, comme la tante Karina, m'ont même appelé pour s'excuser, honteux d'avoir été si facilement manipulé. L'armée de ma mère s'est dissoute. Elle est restée seule sur son île d'amertume. Le coup de grâce fut l'expulsion. Quand l'huissier est arrivé à la porte de sa maison luxueuse, la réalité les a finalement frappés. Ils avaient tout perdu. Leur statut, leur source de revenus, leur maison. Ils ont dû déménager dans un petit appartement loué, un endroit modeste qui était un rappel constant de leur chute. Parfois, la nuit, je me demandais si elle ressentait une petite pointe de culpabilité. Je cherchais en moi-même une trace de remords, mais je ne trouvais rien. Il n'y avait pas de plaisir dans sa destruction, il n'y avait pas une soif de vengeance satisfaite. Ce qu'il y avait, c'était une paix profonde et tranquille. La paix de quelqu'un qui a échappé à un immeuble en flammes. Tu ne te réjouis pas que l'immeuble brûle, mais tu remercies Dieu d'être dehors en train de respirer de l'air frais. Moi, pour la première fois de ma vie, je respirais de l'air frais. Et le silence qui remplissait maintenant mon téléphone n'était pas le silence de l'abandon, mais le silence de la liberté. Le vrai travail a commencé après la démolition. Construire est toujours plus difficile que détruire. Ma première tâche fut de soigner l'entreprise. Ce fut un processus ardu. J'ai renvoyé les fidèles incompétents que mon père avait embauchés et j'ai promu les personnes talentueuses qu'il avait ignorées. Je me suis plongé dans les chiffres, les projets, les plans. J'ai découvert que sous les couches de corruption, l'héritage de mon grand-père était toujours vivant. L'entreprise avait de bons os. Elle avait seulement besoin d'un nouvel architecte. J'ai changé son nom de Constructora de la Vega à de la Vega Isoli. C'était un acte symbolique. Je voulais honorer le sang de mon grand-père, le visionnaire, et le mien, la restauratrice. Un de nos premiers grands projets fut de concourir pour l'appel d'offres d'un nouveau centre communautaire dans un quartier défavorisé. Un projet que mon père avait perdu l'année précédente en présentant une offre gonflée et peu imaginative. Nous avons présenté un design innovant, durable et centré sur la communauté, et nous avons gagné. Cette victoire fut plus douce que n'importe quelle vengeance. C'était la preuve qu'on peut réussir avec intégrité. Mais la reconstruction la plus importante n'a pas eu lieu dans un bureau, mais entre les murs de ma maison. Libéré de l'épuisement émotionnel et financier causé par ma famille,
mon énergie est revenue vers moi et je l'ai investie entièrement dans mes enfants. J'ai réduit mes heures de travail. J'ai commencé à aller les chercher à l'école tous les jours, pas seulement quand je n'avais pas de réunion. J'ai écouté leurs histoires, leurs blagues bêtes, leurs petites peurs. J'ai découvert que Mathéo avait un talent incroyable pour le dessin, un écho de ma propre enfance. Mais au lieu de le mépriser, je l'ai couvert d'éloges et je lui ai acheté les meilleurs matériaux que j'ai pu trouver. J'ai découvert que Luna avait une fascination pour les insectes et les planètes. Alors, le week-end, nous allions au musée d'histoire naturelle où nous nous allongions dans le jardin avec un télescope. Ma maison, autrefois juste un lieu de passage, un centre d'opération fonctionnel mais sans âme, a commencé à se remplir de vie. Il y avait l'odeur des biscuits tout juste cuits. Il y avait des projets d'art à moitié terminés sur la table de la salle à manger. Il y avait de la musique, il y avait des rires. Le silence qui existait maintenant était un silence paisible, pas un silence plein de tension. Un après-midi, pendant que j'aidais Luna à faire un diorama du système solaire, elle m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. « Maman », dit-elle en collant une boule de polystyrène peinte en rouge pour représenter Mars. « J'aime plus notre maison maintenant. »« Ah, oui. »« Pourquoi, mon amour ?» lui demandai-je, mon cœur battant un peu plus vite. « Parce que tu ris plus », répondit-elle avec la logique simple d'un enfant. « Avant, ton visage était toujours serré, comme si quelque chose te faisait mal. Et maintenant, mamie ne vient plus crier au téléphone. » Ces mots, dans leur honnêteté brutale, furent la validation finale. Tout le drame, toute l'agitation, toute la rupture douloureuse avaient valu la peine. Je ne l'avais pas fait pour l'entreprise, ni pour l'argent, ni même pour moi. Je l'avais fait pour eux, pour leur droit de grandir dans une maison où leur mère n'avait pas le visage crispé, dans une maison où l'amour n'était pas une transaction et où la paix n'était pas une étrangère. J'avais passé ma vie à essayer de gagner l'approbation d'une femme incapable de la donner. J'avais essayé de me construire une place dans une structure familiale faite pour m'exclure, et j'avais échoué. Mais en acceptant cet échec, en abandonnant cette construction condamnée, j'étais enfin libre de construire quelque chose de réel. Un foyer, un refuge, un endroit sûr pour mes enfants. Et dans les fondations de ce nouveau foyer, j'ai trouvé la seule approbation qui comptait vraiment, la mienne. Un an après le mariage qui n'a jamais eu lieu, une lettre est arrivée à mon bureau. Du papier bon marché, sans expéditeur. J'ai reconnu immédiatement l'écriture tremblante de mon père. À l'intérieur, une seule feuille arrachée d'un cahier. 2 phrases. Nous n'avons pas su ce que nous avions jusqu'à ce que nous le perdions. Ta mère et moi sommes désolés. J'ai tenu le papier dans mes mains. Des années plus tôt, ces mots auraient été un baume, un triomphe, la victoire que j'avais tant désirée. Maintenant, ils ne signifiaient rien, ils étaient creux. Leur repentir, s'il était réel, n'était pas né de l'empathie, mais du besoin. Ils regrettaient d'avoir perdu leur source de revenus, pas d'avoir blessé leur fille. Leur excuse était une autre tentative de transaction. Nous te donnons ces mots en échange que tu nous laisses revenir dans ta vie. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de compassion. La seule chose que j'ai ressentie, c'était une immense distance, comme si je lisais une note d'étranger. Je suis allé calmement vers la déchiqueteuse à côté de mon bureau. J'ai inséré la lettre et j'ai regardé la machine la dévorer, transformant leur repentir tardif en confettis inutiles. Le bourdonnement du moteur fut mon point final. J'ai appris que le pardon n'est pas quelque chose que tu donnes aux autres, mais quelque chose que tu te donnes à toi-même. Et mon pardon ne consistait pas à les absoudre, mais à me libérer pour toujours du besoin de leur approbation. Mon histoire est celle d'une démolition et d'une reconstruction. Mais maintenant je vous demande, à vous qui avez écouté mon voyage. Ai-je fait ce qu'il fallait? Existe-t-il un moment où les liens du sang deviennent tellement toxiques que la seule option saine est de les couper à la racine? Ou parfois, pour construire un foyer vraiment sûr, faut-il brûler jusqu'aux fondations la maison dans laquelle tu as grandi? J'aimerais savoir ce que vous en pensez.